Nouveau candidat à la présidentielle. Je veux pas dire qu'on avait tout prévu, mais on avait tout prévu. Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle 2027. C'est intéressant parce qu'en plus, il l'annonce en dehors de toute primaire ou je sais pas trop quoi à droite. Lui, il arrive, on l'avait dit, hein, c'est Wauquiez, lui, qui veut une primaire. Retailleau, il a aucun intérêt à faire une primaire. Il va arriver avec une ligne que les gens connaissent, qui est quand même relativement suivi et qui peut essayer d'aller se trouver une place entre quelqu'un comme Édouard Philippe et quelqu'un comme Marine Le Pen ou comme Jordan Bardella. Et donc il a annoncé ça chez Gilles Boulot et on va react ça avec Chris. Salut, Padu. Faudra qu'on fasse les 1 an de la prophétie. Je le salue, notre camarade Alerte Rouge qui travaille à ça. Parce que quand même, dans tous les candidats qu'on a annoncés, chaque mois nous check une vérité. Donc Retailleau en faisait partie, voilà. On verra à la fin quand même, mais il est bien parti pour. Comme tu l'as dit, c'est un peu le Glucksmann de la droite. C'est celui qui arrive et qui dit moi j'ai une ligne, j'ai un cap clair, tu vois, et suivez-moi, quoi. Alors Et que du Wauquiez est le fort de la droite. C'est C'est ça, lui qui dit on fait une primaire. c'est ça. Et la chef, d'ailleurs, moi je me désolidarise de ce que tu fais. Je crois que tu vas react une annonce à la candidature de la présidentielle chez Gilles Boulot à sa place. Je veux pas savoir ce qui va se passer, mais j'en suis pas en tout cas. Voilà. Ah, si on fait Mais du bon boulot, ça va. ah le double, le double, la double peine. Non, pour être plus sérieux, la chef avait dit aussi que, par exemple, quelqu'un comme Sarah Knafo et la Marine Tondelier de la droite, ça marche aussi. Donc, ouais, c'est dans tout cet univers-là. Et Retailleau, ouais, il essaye de dessiner une ligne. Et ce qui va être intéressant, là, c'est dans les propos qu'il va faire. Il dessine pas simplement sa candidature, c'était pas le plus dur à trouver, mais il dessine aussi la stratégie que nous, on avait montré. C'est exactement ce que fait Glucksmann un petit peu sur son aile droite, c'est-à-dire d'aller chercher, on va dire, les gens de Macron, l'anti-mélenchonisme. Là, il va essayer de capter des gens dans son aile droite du RN, parce qu'il veut faire un peu une espèce de Sarkozy de 2007. Et donc, il va fracturer le binôme Bardella-Le Pen, dont on sait déjà qu'il y a déjà des visions différentes qui s'imposent, quoi. Et là, il va essayer d'aller fracturer ça pour à la fin réaliser la prophétie absolue. Alors celle-là, si effectivement elle se réalise, on pourra tout arrêter. Que Bardella le rejoigne contre Marine Le Pen. Voilà. Ouais, et la différence, c'est ce que j'allais dire entre, tu vois, tu parles du binôme Bardella-Le Pen, on aurait pu parler avant du binôme Mélenchon-Ruffin, tu vois. Sauf que Ruffin s'est vraiment barré de la fille et a vraiment rejoint le Parti Socialiste, notamment à Amiens, là, où il soutient un candidat Parti Socialiste à la mairie, et dans des primaires qui, pour lui, peuvent aller jusqu'au Parti Socialiste, tu vois. Alors que Bardella, lui, est encore dans le giron du Rassemblement National et peut encore espérer des choses à l'intérieur du Rassemblement National. Donc même s'il y a deux lignes au Rassemblement National et qu'il y avait un peu deux lignes à LFI avec la ligne Ruffin, faut pas trop parler des trans et des arabes, je sais pas trop quoi, et puis la ligne plus Mélenchon, inspirée aussi de Coquerel, tu vois, d'aller parler beaucoup au quartier populaire et tout. Bah, ces deux lignes se sont vraiment séparées avec quelqu'un qui a quitté l'appareil, qui est Ruffin, alors que de l'autre côté, les deux essaient d'avoir le pouvoir sur l'appareil à l'intérieur du Rassemblement National, Le Pen et Bardella. Et donc le travail de Retailleau est beaucoup plus dur que celui de quelqu'un comme Faure ou comme l'aile droite du PS qui savent très bien qu'à un moment donné, ben, ils pourront peut-être récupérer Ruffin et en faire leur faire valoir comme ils ont fait par exemple à Paris avec Daniel Simonet, tu vois, c'est-à-dire avoir quelqu'un un peu le gauchiste de service en disant regardez, il va faire quelques voix mais de toute façon il va finir par nous donner le pouvoir à la gauche de droite, tu vois, et ben ça va être pareil avec Bardella, ils vont essayer de faire ça sauf que comme il est encore dans l'appareil et qu'il peut même espérer être le candidat du Rassemblement National, c'est beaucoup plus compliqué de négocier avec lui parce qu'il est en position de force en fait, Bardella là-dedans. De force peut-être pas, mais tu vois, il est mieux on va dire que Ruffin. C'est ça. Mais t'as raison, mais en fait, il va falloir qu'il soit un petit peu mis en minorité. Alors, soit, c'est ce que nous on annonce, Marine Le Pen finit par pouvoir se présenter. Hein, on l'a vu, hein, il y a encore un espace. Hein, les juges pourraient lui donner une sanction moins de 2 ans. Ça a été reculé d'abord à 5, puis à 4, sans exécution provisoire. Donc, c'est encore très compliqué, mais on verra. Ou alors, elle ne peut pas se présenter, c'est lui qui devient automatiquement le candidat. Mais Marine Le Pen travaillerait justement pour éviter qu'il arrive au pouvoir, tu sais, pour éviter que c'est lui qui soit élu et qu'il truste complètement l'hégémonie sur le parti, auquel cas sa carrière serait finie. Il y a aussi un autre truc qui serait entre les deux, c'est aussi de montrer que bah, peut-être que, en fait, est-ce qu'il a vraiment les épaules? On n'en sait rien du tout. Elle le dit très souvent, mais à mon avis, c'est pour rassurer sa base et pour être un peu tranquille. Tant qu'elle peut encore se présenter, elle peut dire ça. Moi, ça me fait penser un peu au coup que Mélenchon avait joué à Ruffin. Je te rappelle quand Ruffin Oui, quand commençait il à a dit avoir... Ruffin est prêt. Voilà, tu vois. Moi, je suis un peu... ça me fait penser un peu à ça, donc je reprends ton analogie tout à l'heure sur Ruffin, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que si vraiment elle peut pas se présenter et que lui devient le truc, vous verrez,
on n'est pas à l'abri que des Jean-Philippe Tanguy, des chenus, c'est-à-dire la garde rapprochée de Marine Le Pen, tire un peu des balles dans le dos à Bardella pour sauver la candidature Marine Le Pen 2032 et sauver l'appareil RN. Donc ça va être assez intéressant à regarder. Et moi, je le dis de toute manière, bon, peut-être que je me trompe totalement sur Marine Le Pen, c'est possible, hein. Je lis mal le graphique et qu'elle laissera pour la grandeur du RN et sa destinée Bardella, et puis elle retournera s'occuper de ses chats. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je crois vraiment que Bardella est comme Chirac jeune, comme chez les gaullistes, c'est-à-dire qu'il sera obligé de trahir pour pouvoir avoir une destinée politique. Et de la même manière que Chirac avait rejoint contre toute attente Giscard en 74, alors que c'était l'enfant du gaullisme, je pense que Bardella rejoindra la droite, plutôt Retailleau à mon sens, avec qui il peut faire un ticket, justement avec qui il peut construire une ligne, on va le voir, plutôt que d'aller dans une primaire avec Wauquiez, Sarek Nafo, Marion Maréchal, Xavier Bertrand. Tu vois, je l'angoisse du truc, quoi. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Mais après, il est assez jeune aussi pour peut-être rester dans ce giron de Marine Le Pen si elle peut se présenter, tu vois. Et d'attendre un petit peu son tour en espérant qu'elle perde ou quelque chose comme ça. Hein. C'est aussi possible. Hein. Ouais, je suis d'accord. Enfin, après, le risque pour lui, c'est qu'il finisse comme Gabriel Attal, tu vois, qu'il soit Premier ministre de Marine Le Pen, que Marine Le Pen lui fasse faire un peu du sale boulot, l'éjecte et que sa carrière soit finie, tu vois. C'est le gros risque pour lui, en tout cas. Exactement. Donc on va commencer dès à présent par petit clip qu'il a sorti pour annoncer le début du coup de sa campagne et annoncer qu'il serait président. C'est un gros banger et puis après on va le regarder chez Gilles Boulot, chez Darius Rochebin, on va le regarder dans plein de situations. Il dit des grosses dingueries. Enfin moi ça me fume. Mes chers compatriotes, Français de métropole, des Outre-mer ou qui vivaient à l'étranger, j'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. L'engagement que je prends, c'est de toujours vous dire la vérité. Dire la vérité, c'est dire qu'on ne peut plus... Putain, avec la musique et tout, Ah ouais. c'est énorme. Là, je reconnais du clip à 100 000 balles, là. Tu sais, genre... Ouais, ils ont mis du Christian Lafleur en fond. Tu sais, c'est un peu la... Tu sais, Marine Tondelier, elle nous avait un peu joué le même truc, son clip, là, de... Je suis candidate à la présidentielle avec une espèce de violoncelle un peu en intensité, là. Vraiment, ils ont ce truc-là un peu grave, quoi. Ah ouais, c'est trop drôle. Ils disaient trop se dire, ouais, ça déboîte et tout, dans leur brainstorming. Ah oui, ils ont dit, là, franchement, Retailleau. Là, tu sais, genre, les phrases de communicants. Là... T'as le costume, Bruno. Là, tu portes le costume de président. Ne lâche plus. Jusqu'à 2027, tu vas gagner, quoi. Tu vois, Moi, ce qui me tue là-dedans, c'est qu'ils essaient de copier ce qui a marché. Un peu, il y a un esprit Trump, lui, il a un peu l'esprit Milei aussi, tu vois. On a vu Knafo qui a un peu l'esprit Mamdani, tu sais, dans sa com et tout. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les gens sont attirés par des vrais personnages, pas des gens qui copient des personnages à l'international. Tu vois, c'est ridicule de sortir une tronçonneuse et de faire comme Milei, quoi. Je pense que ça a fonctionné parce que c'était Milei à un moment donné en Argentine, tu vois. C'est pas tout le monde qui va sortir une tronçonneuse, tu vois. Tricher avec la réalité. C'est dire que dans notre pays, le pouvoir n'a plus le pouvoir. Dire la vérité, c'est dire qu'on ne peut pas vivre mieux en travaillant moins. C'est dire que l'immigration n'est pas une chance. Non, mais voilà, là t'as tout son programme est là. L'immigration n'est pas une chance. Et on va travailler plus. Le programme, il faut vraiment être cramé. Vraiment, t'imagines pour voter pour ça, t'imagines ta vision du monde, c'est moins d'immigration et moi je travaille plus, tu vois, c'est quoi ces conneries, tu vois. Mais on va analyser en profondeur, mais c'est intéressant, on voit la crise profonde du taux de profit. Et c'est drôle parce que tu as vraiment l'extrême droite, ou la droite dure, ou la droite extrême, je sais pas comment on l'appelle, mais Retailleau, qui va dire on va surintensifier, du coup, pour refaire du profit, l'exploitation de la masse des travailleurs en France. Donc il va falloir survendre le côté valeur travail, travailler plus, etc. C'est-à-dire pour faire augmenter l'exploitation, c'est la seule variable qui leur reste à l'intérieur. Et justement, pas utiliser l'immigration. De l'autre côté, on a vu dans Libération, il n'y a pas longtemps, mais ça fait longtemps qu'ils travaillent avec ça, Sacha Houlier, etc. Et ça, c'est une autre dégueulasserie. Des gens qui vont dire « Ah, mais regardez, on ne travaille pas assez en France. Pour relancer, il va falloir faire venir des immigrés. » Et donc, ça, c'est aussi une gauche qui va résoudre le taux de profit par l'impérialisme et par la surpuissance du centre sur la périphérie. Mais vraiment, il faut sortir de ces deux alternatives, c'est-à-dire l'exploitation du Sud, que ce soit directement au Sud ou en faisant venir des gens du Sud, et la surexploitation des gens déjà là, immigrés, non immigrés, de deuxième génération, natifs, voilà, peu importe. Mais vraiment, les deux, il faut sortir, il faut une alternative qui sorte de l'exploitation pour pouvoir redévelopper les forces productives. Et eux, ils veulent exactement rester dedans et presser le citron encore plus, quoi. Ce qui est intéressant, c'est quand il dit ouais, on ne gagnera pas plus en travaillant moins, machin. Déjà, en fait, c'est vrai que tu vois vraiment le côté Sarkozy dans ce qu'il raconte. C'est vraiment du Sarkozy bis qu'il essaie de refaire, tout comme le PS essaie de refaire du Hollande bis. Hein. C'est marrant de voir le retour du centre
post-moïsation qui essaie de revenir à un état des choses qui était l'état de 2007-2012 qui n'existe plus et pour lequel au début ils faisaient 30-35% en 2007-2012 et là ils vont faire 16-17%, tu vois. Ils vont avoir perdu la moitié de leur électorat qui se seront barrés dans des candidatures un peu plus radicales ou sur une candidature centrale un peu noisette, quoi. Je trouve intéressant aussi quand il dit on va travailler plus. Je t'ai dit tout à l'heure, mais qui a envie de travailler plus? Parce qu'en fait ça parle à des gens qui disent ça mais pas pour eux, en fait. Ça parle à des gens qui sont propriétaires, qui sont pour que d'autres travaillent plus. Alors ça peut être des retraités qui se disent que ça va financer leur retraite, ça peut être des gens qui sont des petits patrons ou des gens qui ont des espèces de fausses consciences un peu bourgeoises parce qu'ils sont dans des endroits de la société qui sont structurellement poussés vers ça. On pense par exemple aux salariés de petites entreprises qui parfois sont susceptibles de prendre un peu l'idéologie de leur patron qui dit voilà, faut travailler dur et puis un jour tu seras comme moi, quoi, en gros. Et c'est vraiment cette idéologie-là qui transparaît, l'idéologie en bas, à droite du graphique, voire qui remonte un peu en haut à droite pour les chefs d'entreprise, les plus gros chefs d'entreprise ou les plus gros agriculteurs, mais c'est vraiment à ces gens-là qui parlent, quoi. Et tu as toute une dynastie aussi, justement, autour de ça. Tu as les petites entreprises, leurs salariés, puis tu as aussi, justement, une jonction, une communauté où les structures mentales du petit patron se diffusent. Mais tu as aussi toute l'idéologie qui a été vraiment vendue avec Macron depuis 10 ans, de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire des gens qui vont, en fait, s'auto-exploiter eux-mêmes pour éviter la surexploitation que le salariat va créer dans ces conditions-là. C'est-à-dire que c'est de dire, bon, bah, quitte à être très exploité, autant que je le fasse moi-même avec mes propres horaires, etc. Tu vois. Et donc, on crée une société qui va être... L'auto-entrepreneuriat ne va pas faire sortir du capitalisme, parce que c'est du mécanisme capitaliste, mais en plus, comment dire, de la surexploitation, parce que c'est moins de droits, c'est moins de solidarité, c'est moins de syndicalisme, etc. On va casser des solidarités concrètes pour pouvoir s'opposer à cette surexploitation. Et donc, on va... En fait, c'est une espèce d'ersatz, c'est vraiment... j'ai envie de dire une ruse de la bourgeoisie. Pour éviter la surexploitation, vous allez rentrer dans la concurrence individuelle. Et donc, on va finalement recréer une société ultra-conservatrice, non plus néolibérale, mais ultra-libérale, ce que veut Trump, ce que veut Milei, ce qui était un peu le capitalisme naissant du 19e siècle, quoi. Il faut vraiment affronter ces deux-là, là où effectivement, il y a des gens qui essayent de nous vendre justement les auto-entrepreneurs comme des prolétaires. Non, justement, ce n'est pas des prolétaires parce qu'ils ne rentrent pas dans la coopération et la coordination prolétarienne, ce qui fait sujet collectif. Ça ne veut pas dire qu'il faut les blâmer. Moi, je comprends très bien qu'un gars me dit, moi, j'ai tiré en tant que salarié maçon, j'ai demandé des augmentations, des machins. Bon, bah maintenant, je me suis mis auto-entrepreneur parce que Bouygues m'a poussé. Au final, je gagne pas plus, mais au moins, le vendredi, je peux être un peu plus cool. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est de se dire, comment dire... Une solution individuelle, voilà, et qui pousse vers la création de petites entreprises et donc de devenir petits bourgeois. Ça veut pas dire que tous les auto-entrepreneurs deviendront petits bourgeois. Il y en a, ils vont faire ça 2 ans, rentrer dans le salariat. C'est une classe transitionnelle, un peu. Il y en a qui ont ce statut pour cacher, en fait, le fait que c'est des prolétaires. On pense aux livreurs Uber, tu vois. Mais c'est vraiment, en fait, l'incapacité, justement, de trouver la solution collectivement qui pousse ces gens à la trouver individuellement dans un statut qui les place dans une position très proche de la petite bourgeoisie, en tout cas en termes de structure mentale et du fait que je vais faire fructifier mes propres forces de travail et puis peut-être que dans 3 ans, je pourrais avoir mon entreprise et puis commencer à avoir même un salarié pour faire ce que je fais à ma place, tu vois. C'est vraiment ce parcours-là et c'est pour ça qu'on vous en parle souvent, c'est pas la même projection dans le monde. Tu ne te projettes pas pareil dans le monde quand tu te dis là, on gagne 1600, on se fait un peu baiser, peut-être que demain, on va arriver à toucher 1008 ou 2000 en se mobilisant avec les collègues et tout, et en faisant acte collectif, tu vois, que quand tu te dis, je gagne 1600, je vais me barrer et je vais faire 1008 tout seul en gérant mes horaires, en étant auto-entrepreneur. C'est différent comme rapport au monde, et c'est malheureusement quelque chose qui tend plus vers la pensée bourgeoise, capitaliste classique, que vers la pensée socialiste, quoi. Tu l'as dit, c'est une solution individuelle à des problèmes collectifs. Là où justement, je vais faire une formule, mais le communisme... Ça peut être une solution qu'un temps, si tu veux, c'est que à un instant T, tu deviens auto-entrepreneur, mais si tout le monde devient auto-entrepreneur, tu te retrouves dans une société où tout le monde est en concurrence et où ça va retirer les salaires vers le bas sans aucune convention collective. Donc en fait, ça marche qu'un temps, quoi. C'est ça. Si ça s'étend, si ces solutions individuelles s'étendent à la collectivité va reculer. Va reculer vers plus de concurrence, plus de marché, plus de libéralisme. Donc ce n'est pas tenable. Comme tu dis, c'est des solutions individuelles à des problèmes collectifs. Là où le communisme, c'est des solutions collectives à des problèmes individuels. Et c'est vraiment l'alternative totale. Donc là, justement, nous, on peut comprendre, il y a un extrait de Mélenchon qui avait, je trouve intéressant quand il parle des auto-entrepreneurs, ils ne sont pas à blâmer
Oui, non, ils sont pas à blâmer. Moi, je comprends très bien le fait de vouloir d'ouvrir un cabinet de conseil, de devenir auto-entrepreneur, de machin, parce que justement, cette surintensification de l'exploitation salariale, et on le voit, ça va être de pire en pire avec la droite, pousse à ça. Mais là où on vous emmène, c'est aussi une solution de droite. Voilà, donc il faut qu'on trouve un débouché. Et typiquement, par exemple, pour un programme de France Insoumise, on a eu une énorme croissance. Je crois que c'est 500 ou 600% de l'auto-entrepreneuriat durant la décennie Macron, pas dû. Vraiment, la tâche des progressistes, c'est de supprimer ça le plus rapidement possible en réintégrant les auto-entrepreneurs dans des branches, en créant des pôles publics qui, justement, pourraient les regrouper en branches et leur donner du travail avec l'État comme 100% employeur de ces gens-là, 100% client de ces gens-là. Enfin, vraiment, il faut les sortir de non seulement de leur autonomie et de leur anachement souvent à les marchés privés et la sous-traitance privée unique. Voilà, c'est vraiment, il faut détruire l'auto-entrepreneuriat, doit être la tâche d'un parti comme le France Insoumise s'ils arrivent au pouvoir, c'est sûr et certain. Mais tu dis en plus, ils sont pas blâmés, mais en fait, même quelqu'un qui devient un petit bourgeois, il est pas blâmé en tant que tel. Tu vois, quelqu'un qui dit moi j'en ai plein le cul d'être maçon salarié et j'ouvre mon entreprise de maçonnerie, c'est pas en soi, il y a rien de blâmable ou de condamnable. Ce qu'on dit juste, c'est que ça va lui créer à terme des structures mentales de petits bourgeois, parce que quand il va se retrouver avec quelqu'un qui a mal au dos, mais que s'il vient pas sur le chantier, en fait, ça lui fait perdre de la thune, il se fait engueuler par le client, et puis en fait, il doit employer quelqu'un d'autre tout en continuant de payer pour cet autre salarié. Enfin voilà, ça va le mettre dans une situation qui, objectivement, va le rendre contraire aux intérêts de ses employés. Tu vois, c'est juste ça. C'est le concept même de classe, c'est de lutte des classes. C'est ça. Il n'y a rien de plus concret. Les coopérations dans lesquelles vous êtes intégrés priment sur vos capacités individuelles. C'est toujours le sujet collectif avec qui vous coopérez, qui vous donne des possibilités, et c'est jamais votre individu en lui-même, sa conscience, son état limité, individuel, etc. Je ne chercherai pas à séduire à tout prix. Je ne reculerai pas. Je ne promettrai rien que je ne pourrai tenir. C'est vraiment le terrorisme alternatif. Le mec, il promet rien. C'est le mec, il est là, il promet juste de travailler plus et de se casser les couilles aux arabes. Il promet rien. Tu vois, quand on dit la droite, l'extrême droite ne fait pas rêver. C'est vraiment ça. Tu le vois, mec te dit, il faut pas rêver parce que je pourrais pas tenir les rêves. Tu vois, mais quand on a fait un short là-dessus, etc., les gens nous sont tombés dessus en mode c'est des affects. Mais il n'y a pas d'affect là. C'est de la rationalité pure et dure, justement parce que le possible, le rêve, la transformation du monde, c'est-à-dire résoudre les problèmes, n'est pas le problème des conservateurs, des réactionnaires de la droite. Leur solution à eux, ça n'est que la soumission au réel et la gestion de cette soumission. Et donc, il n'y a aucun rêve à droite et à l'extrême droite. Je veux agir pour faire renaître la fierté française. Parce que rien n'arrête les peuples fiers, car la souveraineté ne se décrète pas, elle se conquiert. Je vous redonnerai le pouvoir de décider. Je vous soumettrai directement, par référendum, plusieurs grands textes de loi. Je ne prendrai personne par surprise. Je ne ruserai pas. Je sais ce qu'il faut faire. Les décisions... C'est un banger. Moi, je trouve que c'est un banger avec la musique. C'est un banger. C'est bien fait. Drôle, hein. C'est bien fait. Mais tu vois, ça va vraiment... Cette présidentielle, on l'a annoncé, ça va être il va y avoir des dizaines de candidats. À la fin, je pense qu'on va être à 14-15. Je pense un truc comme ça. Et ça va être à chaque fois des bangers de clips comme ça, en mode, faut que ce soit de la grosse prod, faut donner la gravité, faut que je sois l'homme de la situation. On va en voir plein, ça va être démentiel, quoi. Tu penses qu'il est produit par de l'argent libyen ou pas, le clip? Parce que c'était ça aussi, Sarkozy 2007. Il y avait aussi ce... Je pense qu'il est produit par un autre pays qui disparaîtra si Retailleau arrive au pouvoir, tu vois. Prendre les textes à voter. Voilà ma conviction. Voilà l'appel que je vous lance pour la République que nous servons et la France que nous aimons. Ne plus subir. Ne plus subir. Ah là 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 là. Donc du coup, on va regarder ces déclarations. D'abord chez Darius Rochebain, donc sur LCI, il nous parle un petit peu de ce qu'il fera s'il arrive à l'Élysée. Juste fini sur le slogan de dynamique de crise. Il essaye quand même là de remettre un espace de... il faut qu'on se bouge, il faut qu'on s'en sorte. Tu peux plus arriver en mode tout va bien, on va gérer la France. Tu vois, il faut un choc, quoi. Et même lui, il essaye d'incarner une rupture là-dessus parce que la masse des populations est tellement en crise de partout, pas simplement en bas, au milieu et tout. Ils essayent d'apparaître comme des gens qui vont faire en sorte de vous libérer. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il te dit ne plus subir et en même temps, je pourrais pas grand-chose, tu vois, parce qu'en fait, l'économie, tout ça, tu vois, et donc c'est un peu
le paradoxe de la droite qui va te vendre du ne plus subir tout en subissant la loi des marchés, la loi de l'UE, l'OTAN, tu vois, donc c'est vraiment une impasse. Est-ce que vous tronçonnerez? Bien sûr qu'il faudra tronçonner. Ce que je veux dire, c'est Où que... ça? Soyons concrets. Attendez, Parce que pour relever... les candidats à la présidence en général, alors dès qu'on leur dit par exemple moins de fonctionnaires, moins d'État, ils tournent autour du pot, ils disent non mais mieux d'État, et puis il faut des... Est-ce que oui ou non, il y aura moins d'État, moins de fonctionnaires si vous Je êtes vous réponds président? concrètement. Ah là 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 là, Zoé, elle a trop le seum de pareil avec ça, je pense. Le Retailleau avec sa petite tronçonneuse là qui dit qu'il va tronçonner l'État. En plus, c'est des mecs qui vivent aux frais de l'État depuis d'éternité. Tu sais. Allez voir la capsule qu'on a fait avec Zoé quand il a lancé sa campagne La France repart, là, qui était un peu troll, quoi. Mais du coup, c'est la même idée, mais en plus sérieux, quoi. Mais c'est pareil, hein. Ne plus subir. Ne plus subir. Il est en Vendée à Champvert. À Non, Champvert. mais pardon, pas par le petit bout de la lorgnette. D'abord, je reconstruis C'est la chez lui. prospérité par le travail. Je viens de vous l'expliquer. Ensuite, il y a un éléphant dans la pièce, c'est les dépenses sociales. Bien sûr qu'il faut réformer les retraites. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut réformer l'assurance chômage. Bien sûr, comme ce qu'ont fait tous les pays européens. Donc dès que Oh là 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 là, c'est le même Alors- discours. Mais je te promets, là, c'est Sarkozy 2007, ce gars. Mais C'est le même Sarkozy, discours depuis c'est 30 ans. Macron. C'est il faut travailler plus longtemps. Mais je te dis, là, il ira plus loin. Il va dire les 35 heures, c'est fini. Puis il va faire de la prospérité, il a dit. Par le travail. C'est ça. Ce qu'il Mais veut, en fait, il dit ça depuis 30 ans, 40 ans. Et en plus de ça, dans les autres pays, il n'y a pas plus de prospérité par le travail. C'est quoi ces conneries, quoi. En plus, là, pour le coup, tu te dis, il y a 20 ans, en 2007, la Chine était à peine rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Ils avaient encore une économie très axée sur la main-d'œuvre moins chère, même si ça a commencé à changer. Donc, effectivement, on pouvait parler de compétitivité, etc. Mais aujourd'hui, l'ordre du monde, c'est absolument plus de revenir compétitif, tu vois, par rapport à la Chine ou quoi que ce soit. La Chine est littéralement en train d'inventer les usines sans travailleurs. Ils sont littéralement en train de, et c'est aussi un problème chez eux, d'avoir des surcapacités, de délivrer des salaires qui vont bientôt dépasser le SMIC français, hein. Enfin, vraiment, faut se rendre compte, et fabriquer des usines ultra productives où le temps de travail humain est ultra limité. Vraiment, c'est un non-sens de l'histoire de faire ça. C'est des gens qui ne comprennent pas l'économie. L'économie, justement, pour pouvoir être performante, doit sortir de la logique concurrentielle sur la main-d'œuvre travail et l'exploitation. Donc, il doit redevenir une économie beaucoup plus planifiée et nationalisée. C'est là où on va faire la critique de la France insoumise là-dessus. Il faut partager le travail absolument. Il faut vraiment arriver en sorte que, au lieu de surexploiter 9 millions pour refaire les petits 1%, 2% de plus-value qu'on voudrait refaire du centre, etc., il faut nationaliser pour remettre de l'investissement, remettre de la monnaie dans Quand tu dis la l'appareil. critique de l'AFI, c'est que l'AFI parle de planification, mais en fait parle très peu de nationalisation et n'a pas un programme à la hauteur à ce niveau-là. Il n'y a même pas de banque publique tu Voilà. vois, dans le programme de l'AFI. Tu vois. Très peu. Il faudrait, je te dis, il y a un plan d'au moins 2000 milliards d'investissements à faire. Vraiment, je le dis, il faut vraiment se rendre compte, c'est 60% du PIB. Et pour ça, il faudra le faire en coopération avec des États européens, mais contre l'Union européenne. Donc il va falloir s'attaquer à ça, il va falloir s'attaquer à la BCE. Enfin, je veux dire, une bifurcation du centre, ça va pas être simplement d'ouvrir des marchés publics et de faire des carnets de commandes avec les petites entreprises françaises. Ça ne suffira pas. Et des cantines bio. Et des cantines bio, moi je trouve ça très bien, mais ça ne suffira pas. Ça va à la crise absolue. Et donc, Bah oui, il faut- c'est comme Biden. Hein. c'est ça, Parce qu'avait exactement. fait Biden, il y avait C'est- des investissements et pas assez. Ouais. Il y a eu 4000 milliards d'investissements. Alors, les gens qui sont idiots le ramènent à une année de PIB américain en disant ah, c'est quand même 25% de PIB. Non, mais il faut le ventiler sur les 4 ans de PIB, tu vois. Donc, c'est très, très peu. Il aurait fallu au moins une année de PIB sur 4 ans d'investissement. C'est un échec total. Et c'est aussi un échec total de Trump. Trump qui a la capacité, comment dire, de maîtrise du dollar. Qu'on le rappelle, qui est fondamentale parce qu'elle est alignée sur le pétrole. Quand vous voyez partout ce que fait Trump sur le pétrole, c'est la dernière pion de l'hégémonie américaine, c'est que quand il contrôle le prix du pétrole, il contrôle la valeur du dollar, parce qu'on ne peut payer le pétrole qu'en dollars, et il contrôle la valeur de ce qu'il fabrique en pétrole de schiste. C'est les derniers instants de ça. Si Mélenchon est élu l'année prochaine, il faut en sortir, il faut dire stop au dollar. Voilà, donc stop au dollar, c'est stop aussi à l'alignement sur la BCE, qui est elle-même alignée sur l'inflation contrôlée allemande, elle-même alignée justement sur l'hégémonie du dollar pour pouvoir continuer de vendre ses appareils industriels, ses machines-outils et ses bagnoles. Donc vraiment, ça c'est l'état de la macroéconomie. Voilà, ça c'est l'état de la macroéconomie aujourd'hui. Venir dire, on va faire de la relance par la demande,
ou compresser la valeur comme fait la droite, c'est des mécanismes, vraiment. Et là, je mets la gauche comme la droite, c'est des mécanismes pré-crise capitaliste. C'est des mécanismes de 2006-2007. C'est des mécanismes qui ne résolveront pas la crise du capitalisme qui a besoin absolument qu'on bifurque et qu'on sorte du tout privé, de sa suraccumulation et de son milieu concurrentiel. Donc Retailleau raconte n'importe quoi. Ça va vraiment aller à la violence. Enfin, vraiment, si lui arrive au pouvoir, ça va être le fascisme, clairement. Parce que ce sera des dispositifs économiques qui mettront tout le monde sous pression, sous violence. Ce sera des dispositifs qui vont appauvrir tout le monde. Et à la fin, il ne restera que l'ordre, la police, la matraque et tirer à vue sur les manifestants, comme dans les années 20, comme dans les années 30, pour empêcher les gens de se révolter. C'est vraiment ça qui est en train de se passer pour Retailleau, quoi. Oui, et puis que Macron a bien avancé déjà et Exactement. a permis aussi, parce que tout est préparé pour faire ça. Ouais. Vous êtes à l'Élysée, vous relancez la réforme des retraites. Bien sûr, il faudra une réforme des retraites. Contre l'avis des Français majoritaires, bon ou mauvais. Oui, mais je leur dirai la vérité. Ils voteront pour moi, ils ne voteront pas pour moi, mais je leur dis qu'on ne peut pas sacrifier les futures générations. Ça n'est pas mon optique. Ouais. Le mec te baise la gueule tout fou, il dit c'est pour les futures générations. Mais ça, tu vois, c'est les gens qui aiment bien. On va parler un peu des affects, qui aiment bien parler des affects. Pour moi, c'est de la rationalité quand même, tu vois. C'est des gens qui vont utiliser justement la rationalité des gens vers la solidarité, vers leurs enfants, vers leur peut-être attachement au pays, pour pouvoir les surexploiter. Moi, j'ai toujours dit, ce qui est fou en fait à gauche, c'est qu'on n'arrive pas à faire comprendre que non. Travailler plus, 2 ans de plus, ça ne sert pas à sauver les retraites et à faire en sorte que ces enfants aient une retraite. Ça sert à augmenter le rendement du capital. Tu vois, c'est ça qui est problématique à gauche. On s'est fait niquer là-dessus depuis 20 ans. Le travailler plus pour gagner plus, etc. Ça n'enrichit pas les gens, ça enrichit que le capital. Et pareil pour les retraites. On ne sauvera pas les retraites en travaillant 2 ans de plus. C'est un truc qui a un non-sens. Aujourd'hui, il y a 9 millions de chômeurs en France. Voilà. Et t'imagines un extraterrestre, il arrive en France, il dit « J'essaie de comprendre votre système. Vous avez un système par répartition, ça veut dire que ceux qui travaillent aujourd'hui cotisent et donc payent pour ceux qui sont retraités aujourd'hui. » C'est pour les gens qui pensent que cotiser, c'est thésauriser. Ouais, c'est pas ça, hein. C'est ce qu'on appelle de la solidarité. Vous payez avec vos cotisations actuelles de manière immanente les gens qui sont en train d'être en retraite. Voilà. Vous avez donc un capital, allez, je vais parler comme le néolibéral, un capital de 40 millions de travailleurs. Et en fait, il y en a 9 millions, 15 millions avec les arrêts, tu vois, les gens qui sont au chômage, les gens qui sont en arrêt, les gens qui sont... Tu vois ce que je veux dire, qui ne travaillent pas parce que le travail, il est surintensifié sur 25 millions. Et vous dites, au lieu de répartir pour pouvoir payer ceux qui ne travaillent pas, on va réintensifier le travail sur les 25 millions. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui va se passer, c'est que des gens vont beaucoup plus se mettre en arrêt, des gens vont arrêter de travailler, des gens vont se débrouiller en travaillant au black. Et donc, tu vas encore faire diminuer ce capital de 25 millions, c'est-à-dire ce citron que tu vas presser en plus. Ça n'a absolument aucun sens. Et pour retrouver ce sens-là, c'est simple, c'est de dire, on a déjà un pressoir, on a déjà un citron. Sans investir, le seul moyen de refaire encore un peu de jus, c'est-à-dire de plus-value, c'est de presser le plus fort possible. Et c'est ça le capital. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce que le capital, lui, ce qui n'a pas de sens à l'échelle sociale pour la solidarité et la retraite, pour le capital, ça a un sens, c'est de dire non, moi je veux pas répartir, je veux quand même pas faire augmenter les salaires, je veux quand même pas qu'il y ait plus de gens dans mon entreprise pour la même demande, etc. Non, je veux juste obtenir une goutte de plus. Le travail de la droite extrême, de Trump, de Retailleau, c'est de vous vendre en fiertant la relocalisation, en faisant de la fierté avec le modèle social, les retraites, etc., la solidarité, le patriotisme, c'est de vous vendre que vous allez être pressé un peu plus comme un citron, quoi. Ouais, juste, je te coupe un peu parce que ça fait 2 fois que tu fais ça dans cette capsule. T'as tendance à opposer rationalité et affect. En fait, c'est toujours les deux, tu vois. Genre, je suis d'accord. Eux, leurs affects ont une sorte de rationalité et leur rationalité n'est pas indépendante de leur affect. Faut vraiment sortir de ce truc-là parce que sinon on tombe dans un débat où les gens disent ah oui, ils sont pour la rationalité, nous pour les affects. Mais c'est complètement con en fait. La manière dont on rationalise les choses est toujours colorée par quelque chose d'un peu affectif. Et la manière dont on a des attirances émotionnelles, des logiques psycho-affectives est toujours aussi entachée de notre compréhension cognitive et rationnelle du monde, tu vois. Donc vraiment, faut. Je les oppose pas, hein, tu le sais oui, bien. je sais bien que tu les opposes pas, mais je sais que les gens vont penser ça quand tu dis ça, parce que tu l'as dit comme ça en plus. Et vraiment, on avait fait des capsules là-dessus, allez les voir sur la psychanalyse, justement pour montrer que. Enfin, des fois, les gens. C'est de la conscience, voilà, c'est de la conscience. Et donc, il y a de la rationalité et des affects à l'intérieur. Bah ouais, il y a toujours les deux, ouais. Il y a toujours les deux. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant de les étudier parfois de manière spécifique, hein. Mais faut toujours garder en tête que quand même c'est dans un système plus vaste, quoi.
On va peut-être passer à la... Parce que là, il va continuer à dire qu'il veut tronçonner 250 000 fonctionnaires. Enfin, voilà, c'est l'extrait. On va passer à l'extrait où il parle de Marine Le Pen parce que justement, donc là, il est dans le racisme, le libéralisme, et il va se différencier de Marine Le Pen. Et c'est intéressant que ce soit Marine Le Pen parce que c'est justement pas Bardella dont il se différencie. Et il va pousser cette ligne Sarkozy 2007. Là. Et c'est chez Gilles Boulot, sans Zoé. Pour être tout à fait clair, vous avez plus de points communs avec Édouard Philippe, Gabriel Attal qu'avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, Sarah Knafo ou Éric Zemmour. Écoutez, Marine Le Pen, elle est socialiste. Moi, je veux que la France se relève. Pour se relever, c'est par le travail et c'est certainement pas par l'assistance. Je me souviens quand on avait voté au Sénat les 15 heures de contrepartie pour le RSA, parce qu'une allocation, c'est pas un dû. Ça, c'est vraiment là pour embarquer avec lui déjà Zemmour, parce que Zemmour est sur cette ligne-là, économique, il l'avait montré en 2022, il y reste là-dessus. Tu sais, c'est comme on a dit, c'est le Glucksmann de droite, donc il essaye d'embarquer avec lui des gens qui ressemblent à ça, tu vois. Et là, il fracture effectivement Bardella, là où, oui, effectivement, tu te rappelles qu'elle avait dit, on l'avait fait aller voir cette capsule, Marine Le Pen avait dit je me sens plus proche d'Olivier Faure que de Bruno Retailleau sur l'économie. Donc là, il lui rend la balle, tu vois. Par contre, Bardella n'aurait jamais dit un truc comme ça, il a dit tout le contraire. Donc là, effectivement, il va fracturer en interne le RN. C'est plutôt malin, exactement comme si à l'intérieur de l'AFI, il y avait une aile droite et une aile gauche. Tu vois, imagine, il y avait vraiment une aile droite anti-JLM. Quand c'était avant que la presse barre et que c'est ça, Ruffin se barre, exactement. il y avait une aile droite, tu vois, dans la AFI. Là, il y aurait eu un espace pour un Glucksmann pour pouvoir attaquer la fille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quoi. Elle avait refusé de les voter. C'est très différent. Moi, je veux que la France se relève, qu'elle soit debout, indépendante, souveraine. Debout, tu vois, c'est des Doug Whistle Ruffinis. Ça, c'est Ruffin, rejoins-moi. Mais tu vois, ça va être le truc de fond de la droite. De dire renouveau, redevenons la France, la fierté, on est un grand pays, voilà. Ça va être un fond comme ça. C'est là où je dis, il faut axer sur la reconstruction. La France, tu vois, c'est pas un personnage réifié qui est endormi ou qui est mort ou qui revit, tu vois, ou qui se réveille, etc. Non, la France, c'est l'activité collective. Voilà, les grands moments français, c'est des moments d'activité collective, d'égalité, de sursaut des droits. Quand la France se suractive dans le dépassement des problèmes, c'est-à-dire à la Révolution française, sortie de la guerre, etc., c'est des moments où il y a beaucoup plus d'égalité. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de tous. Tu vois, on a besoin de tout le monde pour reconstruire. Eh ben, il faut opposer à ce soi-disant renouveau de la France une reconstitution par tous les Français. Tu vois. Et si la gauche arrive à faire ça, elle peut non seulement trianguler avec ces trucs-là de sortir de la crise que même la droite va faire, etc., mais justement lui opposer la reconstruction par tous et pour tous, et non pas le renouveau simplement pour certains et pas pour d'autres. Tu vois, c'est vraiment, faut articuler cette campagne comme ça. Surtout que la reconstruction, c'était une période justement où tu as eu à la fois de l'aide de certaines catégories de la population qui avant n'étaient moins mises en avant. On peut parler pendant la guerre du travail des femmes. C'est ça. Les femmes ont toujours travaillé, mais tu vois ce que je veux dire, de mise en avant de ce travail-là et aussi du travail de personnes issues à ce moment-là des colonies ou issues d'autres pays, tu vois. Et la reconstruction aujourd'hui, elle pourrait passer aussi par ce concept, c'est que Mélenchon appelle la Nouvelle France, c'est-à-dire la reconstruction, exactement. Elle va être faite par la Nouvelle France qui va faire elle-même la France à son image, tu vois, qui va reconstruire la France à l'image de cette Nouvelle France, tu vois. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Et tu vois, lui, il va dire la droite va vendre un truc du style c'est parce qu'on a voulu donner la France à tout le monde qu'elle est endormie ou je sais pas quoi, donc ça va, il va revenir vers les natifs, pas d'immigration, les vrais travailleurs contre les assistés et tout. Ce qu'il faut dire, nous, à l'alternative, et ça c'est très communiste, c'est parce qu'on va faire par tous qu'il y en aura pour tous. Tu vois, il ne faut pas attendre qu'il y en ait assez pour tout le monde pour que, par hasard, on puisse redistribuer. Non, c'est parce qu'on va faire par tous qu'il y en aura pour tous. Et c'est pour ça que la Révolution française a été ultra progressiste sur la nationalité qu'elle a donnée, vous voyez, dans la Constitution de 1792. Comme tu disais, à la Reconstruction, il était impensable de plus donner le droit de vote aux femmes, tu vois, en 44, parce que justement, il y avait eu un effort de résistance et il devait y avoir un effort de reconstruction qui rendait complètement impossible que le droit de vote soit exclu pour la moitié de la société. Donc, il faut que cette reconstruction-là soit opposée justement à cette résurrection de la France. Voilà. Il faut que la reconstruction par tous soit opposée à la résurrection pour certains. Voilà.
Mais c'est intéressant, je trouve qu'ils mettent vraiment la figure de socialiste sur Marine Le Pen. On Ouais. peut imaginer, tu vois, que dans un second tour, Mélenchon-Retailleau, qu'il y ait des électeurs de Marine Le Pen qui votent pas Retailleau, tu vois. Qui fassent un peu comme ce que faisaient les électeurs de Mélenchon quand il y Oui, avait Macron-Le Pen. Il y en a qui votaient même pas Macron, il y en a qui votaient pas, il y en a qui votaient Le Pen aussi, tu vois. Parce qu'à force de vouloir se séparer de Le Pen en disant qu'il est socialiste et que lui, il va mettre la retraite à 75 ans, machin, je suis pas persuadé que les électeurs de Marine Le Pen, qui sont majoritairement pour la retraite à 60 ans et qui sont évidemment dans le parc racial, mais qui sont pas dans cet ultralibéralisme forcément, votent pour lui au second tour, tu vois. Donc je pense que de toute façon, ça va être très compliqué si c'est Retailleau-Mélenchon au second tour, mais il y a quand même un espoir à ce niveau-là, je trouve. En fait, lui, ce qu'il veut reconstituer, c'est un bloc, tu sais, le bloc de 2007. Aujourd'hui, bon, Pécresse l'a laissé à 5%, hein, le bloc Retailleau. On peut espérer qu'il fasse 10. La prophétie l'a mis à 14. S'il fait un peu n'importe quoi, peut-être qu'il fera que 10. Mais tu vois, en 2007, il y avait un bloc Sarkozy, je crois, à 31% au premier tour. Hein, on se rend pas compte, c'était énorme. Et 10% pour le RN, pour le FN à l'époque, tu vois, de Jean-Marie Le Pen. Lui, il essaye de capitaliser sur la même chose. Alors, il fera peut-être pas 30 et 10, mais il veut essayer de construire un pôle de droite qui ferait 25, 26, là où le RN descendrait à 17-18, quoi. C'est comme ça qu'il veut les fracturer. De toute façon, il n'a pas d'autre choix. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et juste, je voulais dire une dernière chose. Là où il est un peu baisé, je trouve, c'est Ciotti, tu vois. Le fait que Ciotti ait rejoint le RN, ça a mis cette aile droite des Républicains dans le giron du RN. Alors, si Bardella se barre et que Ciotti suit Bardella, là, bon, ça va être jackpot pour Retailleau, Ciotti et Bardella, tu vois. Mais si Bardella reste avec Le Pen et que Ciotti reste avec Le Pen, bah, cet électorat raciste libéral, il y a de bonnes chances qu'il vote pour le duo Bardella-Ciotti en réalité, tu vois, parce qu'en fait c'est la même ligne que Retailleau, sauf que c'est une ligne qui compte 30% dans les sondages, tu vois. Exactement. À mon avis, de toute façon, si Bardella se barre du RN, il n'y a pas d'espace pour garder Retailleau. Il s'est passé l'inverse de ce qui s'est passé à gauche. À gauche, Ruffin, Laprès et tout, ils se sont barrés vers les Verts. Imaginez, Ciotti qui rejoint Bardella-Le Pen, c'est exactement comme si Sandrine Rousseau avait rejoint la FI, tu vois, et que Ruffin et Laprès étaient restés dans la FI, quoi. Il y a un gros pôle comme ça, alors avec des enjeux de ligne évidemment, mais ça crée quand même un gros pôle où c'est très dur de venir dire je vais faire la même ligne qu'eux, mais en faisant 10% alors qu'eux en font 30, quoi. Exactement. Et là, je te dis, si Bardella se barre, pour des raisons qu'on a expliquées au début de capsule, ce ne sera pas pour y aller tout seul. Ils feront un accord. Un peu comme quand Macron avait eu cette intuition, tu vois, d'aller au centre en 2017. Ce qu'il avait réussi à faire, c'est d'avoir Bayrou qui se raligne derrière lui. C'était plus possible pour Bayrou d'exister face à un Macron. Voilà. Ouais. Bon, on va en rester là. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur ma chaîne principale Dans les pas de Rima Hassan. N'hésitez pas aussi à aller soutenir la cagnotte de résistance et solidarité pour Cuba. On a signé un appel avec cette association qu'on avait reçue sur la chaîne et qui milite à la fois pour la Palestine et pour Cuba. Et en ce moment, avec l'amplification de l'embargo de Trump sur le pétrole à Cuba, Cuba a vraiment besoin qu'on les aide et qu'on participe donc à cette cagnotte. Je précise comme Zoé est la marraine de la campagne de résistance et solidarité avec Olivier Matteux, le parrain. Restez bien à l'écoute parce que là, on est sur les municipales, plus jamais PS, mais Cuba, l'anti-impérialisme va être au cœur de nos préoccupations aussi, donc on va rien lâcher. Donc commencez au moins par suivre notre camarade Zoé, marraine de résistance et solidarité, si vous pouvez donner un petit peu, c'est pas grand-chose, mais voilà, une brèche dans le blocus, ça s'appelle, allez-y. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à aller voir Position Revue. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. C'est